Bonjour à toutes et à tous. Nous accueillons aujourd'hui Valéria Medina Mbiadou, qui est du service communication de la délégation Occitanie-Ouest, pour une présentation sur Twitter à usage institutionnel, les bonnes pratiques. Elle va donc nous faire un point sur cet outil, les points stratégiques d'information, les différents usages d'un compte Twitter pour les scientifiques et les recommandations du CNRS. Donc, on remercie Valéria pour cette intervention qui va durer environ 20 minutes, hein, je crois, tu m'avais dit ça? Oui, quelque chose comme ça, oui, oui. Et ensuite, on vous propose de poser vos questions à la fin de l'exposé. Voilà, donc si ça te convient, Valéria, on y va, c'est parti, à toi. C'est parti. Allez, comme l'a dit Sophie, moi je suis là pour vous présenter l'outil qui est un espace professionnel qui n'est pas tout à fait comme les autres, vous vous en rendez compte. Pour ceux qui ne savent rien de Twitter, je m'intéresse à vous aussi, donc on va commencer par regarder comment c'est fait, on va commencer par voir les points d'attention quand on ouvre un compte, quand on regarde un compte, enfin bon, on va regarder tout ça. Et après, on va zoomer un petit peu sur les pratiques qu'on appelle institutionnelles. Ça veut dire les gens qui participent ou qui tiennent tout seuls un compte Twitter pour un laboratoire, ou des gens qui ont des comptes qu'on appelle perso-pro. Ça veut dire un compte personnel qui fait mention du laboratoire. Je suis Valéria, je travaille au CNRS. Ben là, tout de suite, ça devient un compte perso-pro. Donc, et puis ça va nous amener doucement vers les bonnes pratiques. On va regarder un petit peu ce qui est en vigueur au bulletin officiel concernant les droits et les devoirs. Et puis on fera un petit tour vers un glossaire parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire associé à Twitter que vous entendez parfois, un tweet, un tweetos, un compte, enfin tout ça. Alors je vais en parler au fil de l'eau, mais à la fin, ça fait du bien d'avoir un petit glossaire à mon avis. On attaque. Alors, ici, voilà. Donc un réseau pas tout à fait comme les autres parce que on y a une parole qui est libre, on y a une parole que l'on gère soi-même et qu'il faut quand même considérer comme professionnelle parce qu'elle associe le laboratoire. Donc c'est bien ce que je vous dis là en haut pour un laboratoire ou une scientifique. Maintenant, c'est pas parce que on a des contraintes qu'on n'a pas d'avantages. Donc les avantages, vous les voyez, c'est de faire une veille, de promouvoir ses idées, développer son réseau, tout ça gagner en notoriété, interagir, identifier une communauté d'intérêt autour d'un sujet qui nous passionne, s'inscrire dans cette communauté, occuper sa place. L'exemple que je donne là-dessus souvent, occuper sa place dans le discours général, c'est quand il y a la journée du paludisme, par exemple, et tout le monde parle du paludisme sur les réseaux. Eh bien, un laboratoire qui serait spécialiste du paludisme verrait passer ces messages et aurait tout intérêt à occuper sa place et à délivrer son expertise là-dessus, plutôt que de laisser les autres parler, peut-être parfois parler pour lui. Donc, c'est une bonne chose aussi d'occuper sa place. Vous voyez que j'ai mis une image du conte de Pierre-Marc, et c'est le chouchou, c'est le bon élève. Hein. Donc là, vous voyez que il a une pratique personnelle, professionnelle, donc c'est associé à son métier, à son laboratoire, enfin, et à sa tutelle employeur. Et il y a un petit peu de personnel avec du rugby et le fait qu'il soit parent. Donc, c'est un bon équilibre, c'est un bon exemple d'un compte perso-pro. On ne sait pas toujours ce que c'est, voilà un exemple. Nous, on va zoomer sur Twitter parce qu'il nous semble que c'est ce qu'il y a de plus pertinent pour une pratique d'un réseau social du point de vue scientifique. Un petit mot rapide sur Facebook, par exemple, qui nous semble intéressant à nous, juste du point de vue des événements. Donc sur Facebook, on peut créer des événements. Quand on a un événement de culture scientifique, par exemple, on crée un rendez-vous et on invite les autres à partager, à venir à ce rendez-vous. Au CNRS à Toulouse, on n'a pas de compte Facebook parce qu'on se sert du compte du CNRS national pour ces points-là précis. Donc,
il nous semble que ce n'est pas complètement prioritaire pour un laboratoire de développer un Facebook. Ce qu'on peut imaginer pour un laboratoire qui aurait un événement de culture scientifique qu'il souhaiterait faire connaître à un très grand nombre de personnes, c'est de passer par nous et nous de passer par le CNRS. Et là, il serait publié sur le Facebook du CNRS national directement et on gagnerait une très grosse visibilité. Donc, il faut aussi savoir gérer son temps et prioriser ses actions. D'accord? Donc, on se débarrasse de Facebook pour aujourd'hui. Sur Instagram, ce sont des contenus qui sont très adossés à des images ou des vidéos. Et ces contenus-là ont souvent des aspects ludiques. Souvent, pas toujours, mais souvent des aspects ludiques. Et là encore, le CNRS Toulouse n'a pas fait le choix de développer des comptes là-dessus. Nous, vraiment, on s'est concentré sur Twitter. Le CNRS national a un compte Instagram qui fonctionne bien, sur lequel il développe beaucoup de contenu et de quiz. Qu'est-ce que c'est que cette image mystère, avec des interactions avec les gens qui sont connectés avec eux. Comme il parle de tout le monde, il parle aussi des Toulousains. Donc, nous, on s'y retrouve aussi. Les spécificités de Twitter, c'est que c'est un site de microblogging. Alors, un blog, vous connaissez tous, c'est un endroit où on explore un sujet et on y va, on a la parole. Ben là, c'est du microblogging, du petit blog, où des textes courts permettent à chacun de partager ses contenus. Donc, il y a des gens qui les suivent, et c'est ce système d'abonnement qui fait que Twitter est un réseau social. D'accord ? Ce qu'il faut noter, qui est particulier à Twitter aussi, c'est que c'est sans frontières, qui est sans entrave pour parler. Ce que je veux dire, c'est que moi, si j'ai envie de parler au pape, il n'y a pas de souci, je peux faire un tweet où je mentionne le pape et je peux lui poser une question. Alors, c'est pas sûr qu'il me réponde, mais l'application permet d'interpeller n'importe qui. Ce qui est très bon pour nous parce que ça nous permet de nous constituer une communauté. Une communauté qui sera basée sur une thématique, sur des professions, sur des éléments de contexte que nous allons voir. Alors, on avance. Hop. Donc, pour ça, il faut mettre en place une stratégie. Il faut savoir ce qu'on veut faire et mettre en œuvre ce qu'on veut pour soi ou pour son laboratoire. Voilà. Donc là, je vais développer ça. En fait, toute cette page-là sert à vous démontrer qu'il vous faut quand même une petite ligne éditoriale, une petite ligne qui dit « ça, je publie, ça, je ne publie pas ». Et ça, c'est important pour vous, pour pouvoir ramasser les fruits de votre investissement, que vous teniez un compte pour votre laboratoire ou bien pour votre compte personnel, d'accord ? Ce que je liste là, les cibles, objectifs, messages, je peux vous le déplier un petit peu avec un exemple. L'exemple d'un laboratoire qui voudrait recruter des doctorants, par exemple. Donc, la cible, ce sont les jeunes étudiants en recherche d'une place pour faire un doctorat. Donc, l'objectif, c'est de recruter 6 doctorants. Les messages, ça sera nous sommes ouverts, nous avons des propositions de thèse. Les valeurs, c'est nous souhaitons mélanger notre population de laboratoire, ouvrir à d'autres personnes, accueillir des plus jeunes. Et la stratégie impliquera, par exemple, de publier surtout au moment où il y a la publication des thèses et des offres de thèses. D'accord ? Le ton, c'est important pour les réseaux sociaux de tenir compte du ton. Si vous faites des messages purement institutionnels, très très carrés, comme on pourrait en faire, je ne sais pas, dans une lettre ou dans un courrier officiel, vous allez être un petit peu à côté de la plaque. Il faut garder un ton qui soit assez convivial, parce qu'après tout, on est sur un réseau social, il faut jouer le jeu de ça. Donc, il faut trouver un petit équilibre, et pour ça, le mieux, c'est de lire un peu les comptes des autres et pour réussir à se placer. C'est quelque chose qui s'apprend petit à petit. Il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas être trop familier, mais être trop institutionnel, ça n'est pas porteur. Les ressources, c'est très important, et vous le savez sur tous les projets. Il faut savoir qui tient le compte. Peut-être c'est une équipe tournante, peut-être c'est une équipe ensemble.
Mais en tout cas, faire le point et savoir qui a la charge du compte et avec quelle fréquence et quel contenu les publications se font, c'est important avant de se lancer. Et c'est pour ça qu'à la fin, c'est bien de faire une petite évaluation. Par exemple, au moment où vous recevez les candidatures ou les doctorants putatifs, vous pouvez demander s'ils ont vu les messages Twitter et voir si ça a porté ses fruits. Ce que je vous montre là, un exemple, une image, c'est le compte de CNRS Images qui, dans sa petite bio, alors c'est la petite phrase là qui est dessous, déclare: le CNRS Images témoigne par la photo et la vidéo de la recherche scientifique au sein des laboratoires CNRS. On comprend tout de suite quelle est leur ligne éditoriale. Il s'agit de partager les photos, les vidéos des labos CNRS. C'est très clair. On voit ce qu'on va, on imagine ce qu'on va voir et on comprend où on y va, on les suit et on sait ce qu'on va trouver. Voilà, on continue. Les bonnes pratiques. Alors là, je fais un petit point, hop, un petit peu d'eau. Il y a beaucoup de flèches dans cette page-là, mais vous allez voir, ce sont des choses assez simples. Là, j'ai mis en avant le compte du CNRS. Donc ça, c'est le compte tel qu'il se présente. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler le profil. Et vous voyez que le logo est présent tout de suite. Ça a l'air tout bête, mais si vous tenez un compte pour votre laboratoire, vous ne cherchez pas. C'est le logo qu'il faut mettre en photo de profil. Pour la bannière, il est intéressant de la faire évoluer. Donc là, vous voyez qu'on prépare un peu la Saint-Valentin. Mais vous pouvez évoluer. On a beaucoup travaillé autour de rester chez soi, de confinement intelligent pendant le confinement. On peut imaginer plein de choses, mais des choses qui vous ressemblent et qui vous représentent. Toujours, je parle toujours en tant que laboratoire ou en tant que scientifique. Là, ce sont des objectifs communs, des points d'attention communs. La bio, le CNRS, c'est 32 000 personnes, etc. etc. Cette bio-là, ben, c'est pareil. Vous allez devoir la penser pour montrer ce que vous allez montrer dans ce compte. Attention, je fais une petite parenthèse. Il est tout à fait possible pour vous de tenir un compte qui soit complètement muet, qui est un compte qui serait personnel. Donc, pas d'image, pas de photo, pas de lien avec votre laboratoire et qui ne vous servirait qu'à lire des choses qui vous intéressent. C'est une pratique qui est très répandue, surtout parmi les scientifiques. Ça ne pose aucun souci dans la mesure où vous ne revendiquez pas votre appartenance à un laboratoire. Maintenant, imaginez que vous avez un compte tout muet, sans photo de profil, sans bannière, sans biographie, sans rien du tout, mais où il y a quand même écrit un tout petit mot en bio, je suis du LRSV, bah là, ça ferait quand même un peu un compte abandonné, mais quand même relié à un laboratoire. Et là, c'est un petit peu problématique. D'accord? Donc là, vous voyez bien les différences. Les mots-clés, qu'on peut aussi appeler les mots dièses, les hashtags, les mots-clics, ça, ce sont des mots que vous entendrez. Ça va vous permettre de vous situer dans une communauté thématique. Ici, on a Nobel, on a laboratoire, on a recherche, on pourrait imaginer science, enfin bon. C'est important parce que ça vous, rapidement, ça vous classe parmi d'autres qui sont à votre image. La situation géographique permet de crédibiliser le compte. Il n'y a pas de raison de la cacher, on est d'accord. Et puis, ce qui me semble intéressant, c'est la date de naissance de l'institution. Mais ça permet de faire un petit point, ça permet de faire un petit message un peu sympa quand c'est le jour anniversaire, ou le vôtre, pour dire bah, aujourd'hui c'est mon anniversaire et en plus j'ai 300 abonnés, donc c'est plutôt une bonne journée. Ou alors de souhaiter l'anniversaire à un compte que vous suivez, par exemple l'anniversaire du CNRS. Et bon anniversaire depuis les labos de Toulouse, ou depuis le labo de Toulouse, ça peut être sympa. Donc c'est ce que je vous disais sur le ton spécifique aux réseaux sociaux. Il ne faut pas avoir peur d'être un petit peu détendu. Je continue et je vous promets, je prendrai toutes les questions après. Un des premiers points,
fort de Twitter, c'est que ça permet de trouver des actualités pertinentes, notamment en utilisant des mots-clés qui vous amèneront vers des communautés thématiques qui s'intéressent, par exemple, à la biologie végétale. Après, vous avez aussi un moyen de constituer votre liste d'abonnements, des personnes que vous suivez, que vous lisez, qui vous semblent intéressantes. Donc, cette liste d'abonnements, en allant voir des comptes que vous savez sûrs. Par exemple, vous pouvez venir, et c'est ce que je montre là, sur le compte du CNRS Occitanie-Ouest, c'est le nôtre, c'est celui que je tiens, et regarder qui est-ce qui est abonné à notre compte. Ou, ce sont deux choses différentes, quelles sont les listes associées à notre compte ou au compte du CNRS, là en l'occurrence, mais c'est juste un exemple. Et là-dedans, c'est certain que vous allez trouver des personnes ou des laboratoires ou des institutions qui peuvent vous sembler intéressantes, ou parce que vous les connaissez tout de suite, vous savez que le laboratoire, je ne sais pas, le LAS, vous avez envie de le suivre parce que les thématiques vous intéressent, hop, vous le reconnaissez, vous le suivez, c'est fini. Ou alors, vous ne connaissez pas trop la personne ou le compte, et vous avez la biographie qui apparaît, journaliste, directrice de l'AFP. Ah, ben ça peut être intéressant de suivre cette dame ou de se faire connaître par cette dame. Donc ça, c'est tout un petit travail de fourmi. On s'inspire des abonnements des autres. On crée des listes thématiques, les journalistes, les scientifiques, les institutions, par exemple, pour permettre de regarder un petit peu les équilibres et voir que finalement, on suit surtout des journalistes, on est surtout connu par des journalistes ou par des collègues d'Angleterre, d'Australie, de n'importe où. On peut faire les listes comme on veut et ça nous permet parfois, si on en a envie, de s'adresser par message privé, il y a une messagerie privée dans Twitter, de s'adresser par message privé à cette liste entière et dire bonjour, bonjour les collègues d'Australie, ben, je voulais vous montrer le dernier papier de notre laboratoire. Par exemple, quelque chose comme ça. Ah, les données, je vois cette photo, je dis tout de suite, c'est des données aux États-Unis. Et Twitter est propriétaire de son appli. Allez, je reviens à mon propos. Et le travail de Sigal, c'est ce que je vous disais sur le ton. Il faut pouvoir s'adresser directement au pape, comme je vous disais, ou alors directement au CNRS en disant « Bonjour CNRS, voilà, on est le laboratoire de Toulouse, on est content de rejoindre Twitter. » Célébrer les bons moments, c'est ce que je vous disais pour l'anniversaire. Nous, bientôt, on va avoir 7000 abonnés. Donc, je vais bientôt faire un message pour dire qu'au 7000e abonné, on va lui faire un paquet cadeau. On va essayer de lui faire visiter un laboratoire ou enfin quelque chose d'un peu festif. Voilà ce que c'est célébrer les bons moments. Ajouter son grain de sel, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur la journée du paludisme. Si vous, justement, vous avez des recherches qui touchent ce sujet-là, ben vous allez voir qu'il y a un hashtag qui va se développer qui s'appellera Journée paludisme ou quelque chose comme ça. Et vous allez pouvoir prendre la parole avec ce hashtag-là et dire, ben justement, dans notre laboratoire, on a des experts, on a des expertes dans ce sujet-là. Venez, suivez-nous, regardez nos publications. Je reviens un tout petit peu en arrière pour le planning éditorial. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure pour la stratégie, quand on a envie de recruter des doctorants. Il y a un moment où les choses sont en place, les doctorants cherchent et vous avez des offres de thèse. Ben, c'est à ce moment-là que vous allez surtout faire des tweets sur ce sujet-là. Ben, ça, c'est un planning éditorial. Donc, il faut définir quel est votre objectif et faire un petit planning, mais même en 4 lignes, une checklist et dire, une fois que j'ai mis cet appel d'offres ou cet article ou peu importe sur le site, l'étape d'après, c'est de faire un tweet. Et avec ça, vous allez pouvoir avoir une stratégie cohérente entre ce que vous dites dans un média et ce que vous dites sur l'autre. Et c'est vrai que le public n'est pas tout à fait le même et vous allez adapter votre ton, mais vous allez trouver une pertinence générale à porter votre message partout. Voilà. On continue. Quel discours tenir? Donc ça, c'est à vous de le définir avec votre stratégie. Mais en tout cas, il faut qu'il soit intelligible, pertinent. Ça, c'est au regard de votre stratégie. Et ce qu'on veut, c'est qu'il soit efficace.
Par exemple, si vous voyez un article dans la dépêche qui concerne votre laboratoire et qui est intéressant, mon conseil, c'est de ne pas mettre que le lien URL et hop, de faire un tweet avec le lien URL et puis rien du tout autour. Il faut accompagner un peu votre message. Et là, je vous montre un message que j'ai publié moi à l'occasion de la sortie du dernier petit illustré. Je montre ce dont il s'agit. Je mets un hashtag, pas plus, l'hashtag IA. Il ne faut pas trop noyer parce que s'il y en a beaucoup, la phrase, elle devient incompréhensible. Je cite un compte @CNRS, donc un compte @CNRS, et je donne un lien pour en savoir plus. Donc, il ne faut pas vous sentir frustré par la petite taille disponible en nombre de caractères. 280 caractères, c'est peu, oui, mais vous avez la possibilité de mettre une image. Vous voyez que là, moi, j'ai mis la couverture. Il y a des comptes qui mettent en image tout un texte, donc on peut imaginer qu'il y ait toute une page de texte A4 transformée en JPEG qui soit collée là en image, donc ça vous donne un contenu conséquent, pas forcément très lisible, mais conséquent. Et vous voyez que j'ai un lien. Et ça, ce sont des bons ingrédients pour rendre un tweet très visible. Mettre une image, mettre un lien, citer un compte associé à la thématique. Ça, ce sont des choses que l'algorithme de Twitter favorise et remonte et rend très visible. D'accord? Donc ça, ce sont des éléments, quand vous avez un tweet que vous voulez vraiment rendre visible, et je souhaite que ce soit tous, il faut prendre juste le temps de le construire et voir que vous avez tous les bons ingrédients pour ça. Une URL, un hashtag pertinent, une phrase qui se tient, qui veut dire quelque chose, pas que des abréviations, pas que des comptes, pas que des hashtags, et puis une image. La grande astuce de l'image, c'est que dans l'image, vous avez une possibilité, vous le voyez là juste en bas de l'image, il y a écrit la dépêche du midi et 9 autres personnes. Dans l'image, vous avez la possibilité d'identifier 10 comptes. Ce sont 10 comptes qui sont liés à mon propos. Ça pourrait être 6, hein, mais 10 c'est le maximum. Et que j'aurais pu citer en haut dans le tweet, mais qui m'aurait pris une place folle. Alors, ce n'est pas la peine de prendre toute la place de mon discours avec ces comptes-là. Autant les mettre dans l'image, là, ils sont très bien. Et ils ne me prennent pas de place sur mes 280 caractères. Ce qui est important quand on cite des comptes, c'est que ces comptes-là vont avoir une notification. Donc, ils vont avoir un petit message de Twitter dans l'application ou par mail, ça c'est chacun qui paramètre. Imaginons dans l'application, un petit message qui va dire « Ah, il y a quelqu'un qui vous a cité dans une photo ». Et donc, tous les comptes institutionnels CNRS vont voir ce que vous avez cité, vont voir le tweet où ils ont été cités, c'est notre manière de faire. Ils ont une alerte, ils vont voir, et à ce compte-là, devant un tweet d'un laboratoire, ils vont retweeter, ils vont reprendre. S'il n'y a pas de souci de droit à l'image et tout ça, il n'y a pas de problème, hop, on reprend, et ça vous donne beaucoup de visibilité. Imaginez que vous ne citiez personne dans votre tweet. Si moi, je ne suis pas devant mon écran au moment où vous tweetez, je n'ai pas de notification, je ne vois pas passer le tweet, il tombe dans le flux général, il risque de passer à l'eau. Et donc, c'est dommage. Et vous allez vous demander, bah, tiens, ma tutelle, c'est dommage, je ne retweete jamais ce que je mets. Bah, c'est pour ça, c'est comme ça que ça se pallie. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'il faut un tweet bien pensé, bien écrit, complet et au bon moment. Alors, c'est vrai que c'est tentant de tweeter et quand on a le temps, à 22 h, quand on a un peu fini la journée, on se pose, on prend le téléphone, on regarde un peu ce qu'il y a, puis on fait ses tweets. Mais la communauté, elle n'est pas forcément connectée à 22 h. Donc, il faut aussi avoir cet aspect-là dans votre stratégie, c'est que il faut considérer que si vous parlez en pleine nuit, vous allez surtout parler aux Australiens. Alors, ça peut être pertinent pour vous, mais peut-être pas pour la communauté que vous visez. Donc, il faut vraiment le gérer comme un média, puisque ça n'est un.
Vous avez des hashtags que vous allez créer vous-même. Imaginons, petit illustré, j'aurais pu le coller et en faire un hashtag. Et comme ça, retrouver tous les tweets qui concernent les petits illustrés, ça n'aurait pas eu beaucoup de sens pour nous parce qu'on est les seuls à en sortir. Mais bon, vous allez pouvoir créer des hashtags ou bien vous inscrire dans des hashtags déjà existants. Pour ça, vous pouvez tout à fait chercher dans le moteur de recherche de Twitter des choses qui concernent la biologie végétale, et vous allez voir sortir des choses, et il va même vous pointer quelles sont les choses les plus populaires au moment où vous cherchez. Et donc là, hop, vous vous inscrivez dedans. Et puis, il y a des hashtags réguliers que je vous cite, là, mardi conseil, jeudi photo, vendredi lecture, et là, vous allez pouvoir vous inscrire dans des communautés qui existent déjà, mais avec votre bagage scientifique à vous. Par exemple, vendredi lecture, si vous venez de sortir un livre, eh bien, c'est l'occasion de dire, voilà, moi je viens de sortir ce livre où le laboratoire vient de publier une compilation sur tel sujet, hashtag vendredi lecture. Et comme ça, les gens qui s'intéressent à la lecture de manière générale et pas forcément à la science, peuvent tomber sur votre message par hasard et s'intéresser à ce que vous faites, vous suivre. C'est la même chose pour la photo. Il existe un mercredi musique, et puis il y en a beaucoup d'autres. C'est aussi des rencontres au hasard. On me pose souvent la question pour un laboratoire, quel est le ratio entre les tweets originaux, donc ceux que le laboratoire produit lui-même, et les retweets, parce que la tentation du retweet, elle est grande quand on commence et on a envie d'être d'accord avec ce que disent les autres et se dire oui, ça c'est intéressant, je retweet. Et ça rend votre compte insipide en fait. C'est un piège. Il faut que vous ayez une plus-value dans ce que vous racontez. Imaginez qu'il y a une publication qui émane de votre laboratoire et qui est suivie tout le parcours, validation auprès de l'Institut. Et donc, on peut imaginer que ça donne lieu à un communiqué de presse. Ce communiqué de presse, il sera publié sur Twitter par le CNRS. Moi, derrière, CNRS Toulouse, je viendrai commenter le tweet du CNRS. Imaginons que le CNRS dise on vient de publier une avancée sur la connaissance de l'eucalyptus. Ah bon, super. Moi, je viens derrière et je dis cette avancée sur l'eucalyptus implique 2 laboratoires toulousains, machin et machine. Et vous allez, vous qui tenez le compte d'un des laboratoires impliqués, vous allez pouvoir venir derrière, avoir une plus-value, pas juste un retweet, et dire dans notre laboratoire qui est concerné par cette publication, ce sont les 3 chercheurs suivants qui sont impliqués. D'ailleurs, voici la page de l'équipe de recherche. Vous mettez un lien, vous pouvez mettre une photo, ou bien vous pouvez mettre un lien vers les dernières publications du scientifique concerné. Et hop, vous zoomez un petit peu plus, vous amenez une plus-value, une expertise que le CNRS ne mettra pas parce qu'il est trop... Lui, il ne va pas montrer hop, la page chercheur, lui, il veut montrer l'avancée générale. Donc, chacun a sa place et il y a beaucoup de laboratoires avec lesquels on fonctionne comme ça et avec qui ça marche bien. Allez, on continue. Là, je vous montre des petites fonctionnalités auxquelles on ne s'attend pas tout de suite quand on démarre sur Twitter. Vous allez voir, alors là, comme c'est ouvert, vous ne voyez pas, mais là, vous avez un petit menu qui s'ouvre avec 3 petits points. Je suis en haut de l'écran vers la droite. Et quand on l'ouvre, on vient ici avec supprimer l'identification de la photo, s'abonner, voilà. Et ici, vous avez un petit menu là, comme ça, avec une petite flèche qui monte. Et c'est ce menu-là qui s'ouvre. Et ça me permet de revenir un petit peu sur ce que je vous disais sur l'identification des photos. Moi, CNRS Toulouse, et 8 autres personnes qui ont été identifiées dans cette belle photo rouge, et je peux ne pas être d'accord, je peux dire ben moi j'ai rien à voir avec ce truc là et hop, demander juste qu'on supprime mon identification de cette photo, d'accord? Si j'avais écrit ce tweet, et ce n'est pas le cas, dans le menu du bas là, je pourrais supprimer le tweet. Ça c'est une fonction intéressante parce qu'il arrive qu'on se trompe, il arrive qu'on ne veuille plus, il arrive qu'on ait fait une grosse faute d'orthographe, ça m'arrive.
on s'en rend compte tout de suite après avoir cliqué sur tweeter, eh ben, on le supprime, on recommence, on souffle, c'est pas grave, hop, on le jette, on reprend. D'accord? Il est possible de s'abonner, de se désabonner. Je vous ai parlé des listes. Il est possible de rendre un compte muet. Je ne veux plus jamais voir ce que le CNRS fait. Puis après, je change d'avis et puis je veux bien revoir. Donc, je viens chercher là. Bloquer le CNRS, c'est possible. Si vous avez un compte qui vous harcèle, on va parler un petit peu des trolls. Bloquer un compte, ça veut dire que le compte en question ne peut plus vous suivre. Donc, il ne peut plus voir ce que vous dites. Il ne peut plus... et vous ne pouvez plus le voir. Et quand il vous mentionne, donc dans une photo ou dans le tweet qu'il cite votre compte, vous ne recevez plus de notification. Donc ça, il est complètement bloqué. Vous êtes aveugle à son égard et il ne peut pas vous voir non plus. D'accord? Ce qui est un petit peu moins compréhensible, c'est signaler le tweet. Signaler le compte, ça existe aussi si je m'étais mis par là. Ça veut dire que vous identifiez dans le tweet en question qu'il y a une atteinte à la loi. Par exemple, ce tweet-là, vous l'identifiez comme ouvertement sexiste, raciste, diffamatoire, peu importe. Eh bien, vous le signalez à l'appli Twitter, vous dites là, il y a un problème, je vous le signale. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Et si vous avez cliqué par erreur sur signaler le tweet, il n'y a pas de drame. Ensuite, les signalements sont encore étudiés. D'accord? Et s'il y a des signalements massifs sur un compte, là, ou sur un tweet, là, ça donne lieu à une action de la part de l'algorithme Twitter et éventuellement de Twitter, les personnes. D'accord? On continue. Intégrer le tweet, oui, ça veut dire prendre le code pour l'intégrer dans votre site internet et donc il apparaît un peu beau là comme j'ai fait les captures d'écran. Donc ça, c'est des petits menus que je vous incite à fouiller un petit peu. On en est déjà à parler de l'étiquette. La circulaire là que je mentionne, c'est une circulaire qui est parue au bulletin officiel en 2016, mais elle est toujours tout à fait d'actualité et elle parle de l'utilisation des réseaux sociaux au CNRS. Donc vous allez voir, là je vous ai mis, les deux parties soulignées dans le document d'origine. À la fin de la présentation, je donnerai mon PowerPoint à Sophie et je lui enverrai la circulaire en PDF. Bien que vous puissiez la retrouver sans problème, là, vous avez vu, elle est cliquable, d'accord? Donc, vous pouvez aller voir dans le bulletin. Donc, l'expression institutionnelle au CNRS, un compte institutionnel n'a pas vocation à relayer des messages émis par un tiers, sauf si ce sont d'autres institutions professionnelles et il faut faire attention à l'identité des auteurs. Alors ça, pour moi, qui tiens un compte institutionnel de délégation, ça veut dire par exemple que je ne relais pas la presse. Jamais. Je ne relais pas les articles de presse. Ce ne sont pas des comptes institutionnels reconnus dans ce cadre-là. En plus, je ne veux pas rentrer dans une notion d'équilibre ou voir si je relais plus tel journal ou tel autre et si ça veut dire derrière que je défends plus telle couleur ou telle autre. Je ne veux pas du tout rentrer là-dedans, ça n'est pas l'objet de mon compte, du compte qu'on tient pour le CNRS à Toulouse. Donc on ne relaie pas la presse du tout, mais pour votre laboratoire, vous pouvez faire un choix différent. Donc vous pouvez voir, et en toute conscience, en ayant lu la circulaire, prendre la décision de relayer les articles de presse qui vous concernent ou que vous jugez pertinents. Et ensuite, je voudrais juste vous montrer dans la deuxième colonne le dernier paragraphe. Cette circulaire ne fait pas obstacle à ce que les agents du CNRS puissent dans le cadre de leur mission, exprimer un point de vue.
Maintenant, il doit se faire sous forme de... Pardon, j'ai un message qui est sorti là. Voilà. Respecter les règles du débat scientifique. Donc ça, moi, j'ai pas envie de vous le résumer. Je vous ai montré les parties les plus importantes. Je vous laisse le lire tranquillement et après, on peut en parler. Mais ça, sachez que la pratique institutionnelle d'un compte, d'un réseau social pour un laboratoire ou d'une personne qui s'associe à un laboratoire, ce qu'on disait au début perso-pro, c'est quand même encadré par une circulaire. On continue. La conduite, le compte perso-pro, un équilibre délicat, c'est ce que je vous disais. Le lien avec le laboratoire implique ce dernier dans vos propos, c'est ce que je vous disais. Admettons que je dise, ouais, je travaille au CNRS, c'est tous des pourris, ils sont tous complètement, je ne sais pas, has-been, etc., peu importe. Ben, il y a un conflit entre mon appartenance et mon discours. Ça rentre dans le cadre de la diffamation et en plus, ça relie le CNRS au discours que je tiens. D'accord ? Si vous avez envie de tenir un discours complètement libre, attention dans le cadre du respect de la loi, hein, n'associez pas votre compte à votre laboratoire. Si vous associez votre compte à celui du laboratoire, vous êtes porteur de l'image de votre laboratoire. Votre laboratoire est associé à votre discours. C'est tout simple, mais c'est bien de le dire. L'anonymat ne vaut pas passe-droit. Si je m'appelle Toto31 et que j'appelle au meurtre, je n'ai pas plus le droit que si j'utilise mon nom en vrai. Et d'ailleurs, vous avez sans doute entendu parler aux infos, il y a des levées d'anonymat qui se font actuellement et des poursuites et des peines qui ont été prononcées envers des gens qui faisaient du harcèlement sur les réseaux. On voit souvent la formule « mes propos n'engagent que moi », c'est une formule qui n'a aucune valeur juridique. C'est comme si je disais j'ai tué quelqu'un, mais c'est pas grave parce que moi j'ai le droit. Donc ça n'a aucune valeur juridique, ça sert à rien de gâcher votre bio avec ce nombre de caractères-là, ça ne sert à rien. Si vous vous associez, si vous vous indiquez comme appartenant à un laboratoire, forcément vos propos n'engagent pas que vous. Les embargos, ça vous avez l'habitude dans votre travail, mais parfois on est enthousiaste, on a envie de montrer une manip, on a envie de montrer un beau résultat, une belle image micro. Il faut faire attention, parler trop tôt, c'est parler trop. D'accord ? On a vu le cas, par exemple, dans un concours d'images scientifiques ouvert aux doctorants. Et on a des doctorants qui ont pris des selfies avec une manip derrière, et la manip, elle était encore sous embargo, et ça a fait bien des problèmes. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Et ça m'amène au droit à l'image. Les images qui sont disponibles sur Internet, elles sont liées avec des droits. Il faut que vous fassiez attention. Ce n'est pas parce que c'est sur Internet que c'est disponible pour tout usage. Il faut que vous fassiez attention si vous faites un événement dans votre laboratoire ou ailleurs et qu'il y a des enfants, il ne faut pas prendre les enfants en photo si vous n'avez pas le droit expressément écrit, exprimé des parents pour figurer sur tel média à telle fréquence pendant telle durée. Enfin, franchement, faites attention. Nous, quand on prend en photo des événements publics, on prend les gens de dos, et l'intervenant de face, et on fait signer un document à l'intervenant, ça simplifie les choses. Tout ça pour vous dire que ce qui n'est pas acceptable dans la vie ne l'est pas plus sur un réseau social. Ce que je vous montre là en image, c'est du plagiat, tout bête. Vous voyez qu'ils sont tous en train de raconter la même blague, que l'iPhone 8 qui est prévu pour 1 500 €. Et que pour ce prix-là, quand on le met en mode avion, il amène aux Maldives, il amène à Dubaï, il amène aux Bahamas, mais enfin c'est toujours la même blague. Ben, ça, c'est une forme de plagiat. Donc là, concrètement, je crois que l'enjeu, il est très faible, mais vous avez sans doute
compris le principe. Le glossaire que je vous avais promis, ça vous aurez le temps de le voir tranquillement. Là, je me rends compte que j'ai parlé très longtemps. J'ai parlé de comptes, donc ils sont signalés par un arrobase. Vous allez citer des comptes dans vos tweets. Vous avez sans doute déjà entendu parler de copie carbone ou CC. Je vous ai parlé d'un système de messagerie privée, notamment lié à vos listes. Vous pouvez aussi faire un message privé, par exemple, au CNRS Toulouse en disant « Ah, attention, on commence notre campagne de recrutement des doctorants, on va faire une dizaine de tweets, est-ce que tu peux nous retweeter tout ça ?» Hop, un petit message privé par Twitter. L'engagement, c'est quelque chose qui a à voir avec les statistiques liées à votre compte. Je vous ai mis le lien, vous allez pouvoir voir comment sont faites les statistiques sur Twitter. Elles sont gratuites, elles sont bien faites. Follower, c'est la personne qui vous suit. Hashtag, on en a parlé. Live tweet, c'est une pratique qui est un petit peu moins courante aujourd'hui. C'est quand on assiste à une conférence et on fait régulièrement des tweets pour raconter ce qui s'y passe. On voit beaucoup ça dans le monde judiciaire, par exemple, qui raconte les procès à mesure. Bon, c'est à vous de voir. Les photos, donc je vous ai mis la taille idéale. Je vous dis qu'on peut avoir jusqu'à 4 photos. Il faut toujours faire attention au droit, on en a parlé. Le retweet, attention, si vous retweetez un message, ça veut dire que vous vous inscrivez complètement dans ce qui est dit par ce message. Vous associez votre nom, votre compte à ce message. Donc, vous êtes complètement en accord avec. Il ne faut pas retweeter un message pour dire « Ah, vous avez vu comme il est bête, celui-là, vous avez vu ce qu'il dit ». Ce n'est pas le bon outil. Et je termine avec le glossaire. Timeline, c'est ce que vous lisez. Trending topics, ce sont les hashtags les plus courants au moment où on consulte, les plus populaires. Un troll, ben, c'est quelqu'un qui vient vous casser les pieds, qui vient dire « Ah, mais c'est pas vrai, vous êtes des charlatans. Ah, mais la Terre est plate, un machin. » Et donc, c'est quelqu'un qui vient harceler un compte à partir d'un tweet ou à partir de tous ces tweets. En général, la règle veut qu'on ne nourrisse jamais le troll. Souvent, ce sont des comptes qui ont une très petite visibilité. Il suffit de les ignorer pour que ça s'éteigne tout seul. Maintenant, si vous êtes en difficulté là-dessus, vous venez vers moi et on analyse la situation ensemble. Le tweet, vous savez ce que c'est maintenant. Tweeter, c'est le verbe. Tweetos, c'est vous, les utilisateurs, c'est nous. Et la vidéo, je vous mets la vidéo quand vous l'embarquez dans Twitter. Évidemment, vous pouvez mettre un lien vers YouTube ou une autre plateforme. Et là, vous n'êtes pas limité en durée. Mais si vous l'embarquez dans votre tweet, c'est 2 minutes 20. Pardon, j'ai été très bavarde, mais maintenant, je vous écoute pour vos questions. Merci pour votre attention. Merci Valéria pour cette présentation complète. Donc, si vous souhaitez poser des questions, vous ouvrez vos micros et Valéria vous écoute. On a un petit quart d'heure, max, je pense, de questions. Oui. Voilà, merci Valéria en tout cas. Merci. Je vois déjà une question écrite. Alors, je profite tout de suite. Qui décide de supprimer au final un tweet s'il est signalé? Les critères, ce sont des critères qui appartiennent à Twitter. En général, quand on signale un compte ou un tweet, ensuite, il y a une fenêtre qui demande d'expliquer en quoi ce compte ou ce tweet vous a semblé contrevenir à la loi. Et donc là, vous pouvez expliquer que c'est par exemple ouvertement raciste. Et ça, c'est un critère qui est reconnu. Mais généralement, les critères, ils sont associés au respect de la loi. Donc, diffamation, propos homophobes, propos racistes, appel à la haine, enfin des choses comme ça. C'est ça les critères. Maintenant, moi, je n'ai pas la liste et je ne suis pas sûre que la liste soit publiée ouvertement. Peut-on bloquer certains de nos tweets ou retweets par les usagers de Twitter? Je ne comprends pas la question, pardon. Bloquer certains de nos tweets. Valéria? Oui, j'écoute. C'est Solange. Oui, Solange, bonjour. Bonjour. En fait, je voulais savoir si, par exemple, on fait un tweet, mais on veut pas, c'est juste une information, on ne veut pas que ce soit à nouveau retransmis, on veut juste que ce soit affiché. Est-ce que c'est possible de le faire? Oui, maintenant, depuis peu, tu peux décider que ce tweet-là que tu publies, il n'est pas retweetable.
Tu vois ce que je veux dire? Que Ok. personne ne peut le retweeter. C'est une option qui existe. Elle est très peu employée parce que si tu veux, ça va un peu à l'encontre du principe de réseau social où les gens se partagent les choses. Mais la fonction existe et tu peux l'utiliser. Oui, absolument. Et je voulais savoir aussi où sont stockées les données. Mais c'est les États-Unis, hein. Il n'y a pas de secret. Ok, merci. Oui, je t'en prie. Je vous ai séché. Il n'y a plus de questions. Oui, je sais pas. Je vois pas s'il y a d'autres questions écrites. Tu les vois, toi? Écrite, je n'en vois plus. Ok. Je peux poser une question? Oui, bien sûr. Bonjour. À quel Bonjour. niveau, à quel niveau les tweets de gens personnels, enfin les chercheurs, sont contrôlés par le CNRS pour vérifier, je veux dire, si on met CNRS en étant chercheur CNRS et on utilise Twitter à la fois pour la vie privée et personnelle, comme j'ai l'impression que vous avez expliqué, à quel niveau sont contrôlés par le CNRS pour être sûr que on ne tweet pas n'importe quoi? Oui, c'est vrai, vous avez raison. Le système a des limites. Le CNRS national tient une liste où il y a tous les chercheurs qui se associent au CNRS dans leur bio, qui disent je suis scientifique du CNRS, d'accord? Donc eux, ils ont une revue où ils relèvent toutes les bios où il y a CNRS marqué. Et ça constitue une liste qu'ils lisent et qu'ils regardent au quotidien, d'accord? Et donc là-dessus, si on voit quelqu'un qui tient des propos hors de propos, il peut avoir un message. Évidemment, il y a des gens qui passent entre les gouttes parce que c'est possible de passer entre les gouttes, on n'a pas vu passer le message, d'accord? Maintenant, il y a une deuxième lecture de cette liste-là au niveau régional. Parce que moi, CNRS Toulouse, j'ai aussi une liste de chercheurs et chercheuses qui se mentionnent comme étant CNRS ou comme étant dans le laboratoire. Donc cette liste-là, moi aussi, je la regarde et je regarde ce que disent les chercheurs. Mais évidemment, je peux ne pas tout voir. Et j'ai une liste similaire qui compulse tous les laboratoires qui sont associés au CNRS. Et là aussi, je regarde ce qu'ils racontent. Et il m'est déjà arrivé d'écrire en laboratoire en disant c'est bizarre ce que tu as dit là, est-ce que c'est bien ce que tu voulais dire, est-ce que... Et parfois, il y a des confusions entre un compte, on se trompe de bouton tout simplement, entre le compte du laboratoire et puis le compte perso-perso. Et on invite tous ses copains au concert. C'est un peu bizarre pour un laboratoire. Ça ne contrevient pas à la loi, mais ça n'a pas sa place. Donc parfois, il y a juste un petit loupé. C'est pas un drame, mais je regarde un peu, oui. D'accord, Voilà. donc c'est manuel le contrôle, c'est pas automatique. Alors, les listes, elles sont constituées grâce à un robot, je pense. Donc, côté CNRS, parce que c'est trop gros. Moi, c'est manuel. Et la lecture, pour moi, elle est manuelle aussi. Ok. Et donc, par exemple, les tweets un peu de genre politique, ça passe ou on ne doit pas les faire si on s'affiche comme CNRS? Vous allez pouvoir les faire dans la mesure où ils ne contreviennent pas à la loi, d'accord? D'accord. Après, c'est un compte qui est aussi personnel que professionnel. Donc, si vous invitez à aller manifester avec telle équipe, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Bon, je pense que c'est bon. Tu as pris toutes les questions. Il y a d'autres questions? Mais je crois. C'est bon? Bon, excusez-moi, bonjour, vous m'entendez? Oui. Très bien, oui, bonjour. Oui, bonjour, je suis Cita Delvaux. En fait, je suis l'assistante de l'UR Tulip Graduate School. Et je voulais savoir si vous pouviez nous transmettre les PowerPoint que vous avez projetés. Aucun problème. Bien sûr, je les ai déjà donnés à Sophie. On va le mettre sur le site de l'AFR. Donc, Oui. à disposition. Il faut que je vois avec Gaëlle, ça. Et voilà, donc on l'aura, nous. On aura le diagramme. Ah, d'accord. Je ne sais pas si je pourrais y accéder. Moi, je fais pas partie. Je suis employée de l'université. Vous êtes sur le site, hein, ou vous êtes ailleurs?
Je suis en fait sous la responsabilité de Jean-Philippe Gallo. Non, non, je sais, RSD. oui, je sais, mais vous êtes sur notre site, hein, vous venez de temps en temps ou vous êtes à l'extérieur? Là, avec le confinement, non, pas du tout. D'accord. Non, mais normalement, Dès- c'est sur le site. Si vous avez un souci, vous me direz si vous ne pouvez pas y accéder. C'est ça. Sinon, vous pouvez m'écrire à moi, je vous les ferai suivre, c'est pas un souci. C'est noté, merci à vous. Bon, ben écoute, Valéria, merci beaucoup en tout cas. On aurait préféré t'accueillir en vrai, mais Ah oui, moi aussi. on fera peut-être la prochaine fois. Oui, ça sera avec plaisir. Bon, Merci merci à tout le tous monde. et bonne journée à tous. Merci, Merci. au revoir. Merci, au revoir. Merci.